Le 24 novembre 1998, un homme se rend à la décharge publique de Kapula, dans le nord de la ville d'Hyvinkää, en Finlande. Rapidement, son regard est attiré par quelque chose qui lui semble un peu bizarre. Ça ressemble à la jambe d'un mannequin en plastique. Mais lorsqu'il s'approche, il réalise qu'il ne s'agit pas d'une fausse jambe, mais bien d'une véritable jambe humaine, coupée au niveau du haut de la cuisse. Moi, c'est Nelly. Ici, je poste 2 fois par mois des vidéos traitant d'affaires criminelles, assez souvent des affaires en lien avec le monde de la musique, du métal ou des cultures alternatives. Et avant de nous plonger dans l'affaire du jour dont je viens de vous donner un petit avant-goût, laissez-moi vous faire un avertissement qui est spécifique à cette vidéo. Je m'adresse ici aux gens qui sont sur ma chaîne pour la première fois ou aux gens qui n'apprécient pas spécialement le métal, encore moins le métal extrême. Il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives sur un milieu en général, donc tous les gens qui font du métal ou tous les gens qui en écoutent, uniquement parce que sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos traitant de ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de crimes dans le milieu du métal que dans un autre. J'en parle, moi, tout simplement parce que j'écoute du métal depuis très longtemps, quasiment 20 ans, parce que j'adore ça, c'est la musique que je préfère. Et comme beaucoup de gens, je me sens plus à l'aise pour parler des choses que je connais et que j'apprécie. Donc c'est uniquement pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne et non pas parce que le milieu serait plus criminogène qu'un autre. Ça peut paraître évident, mais voilà, c'est toujours mieux de le rappeler. Ensuite, cette vidéo contiendra quand même des mentions d'actes particulièrement cruels sur des humains, ainsi que des mentions de décès, mais des actes de cruauté également sur les animaux. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout entendre parler de ça. Bon, je vous précise que ce sera extrêmement rapide, je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais quand même en faire mention. Donc si c'est quelque chose que vous n'avez vraiment pas du tout envie d'entendre, eh bien nous nous quittons là. Désolé, on se retrouve dans 2 semaines. Les autres, par contre, vous pouvez me suivre, puisque juste après le générique, on attaque l'affaire. Hyvinkää en Finlande est une grande ville d'un peu moins de 50 000 habitants, située dans la grande banlieue au nord d'Helsinki, la capitale de la Finlande. C'est un endroit paisible où les Finlandais viennent chercher un petit peu de calme tout en restant à proximité de toutes les activités qu'offre la capitale. Malgré le taux de criminalité très faible, la ville et ses environs sont confrontés à un problème, l'alcoolisme, en particulier chez les jeunes. Cette propension à l'alcoolisation entraîne surtout des dérives mineures, des bagarres ou des délits routiers, sans rendre la ville dangereuse pour autant. Mais en 1998, c'est bien sur fond de consommation massive de kilju, un alcool local de mauvaise qualité, que 4 jeunes commettront un des crimes les plus choquants du pays. Cette affaire a profondément choqué la Finlande, probablement autant si ce n'est plus que le triple meurtre non élucidé du lac Bodom dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, je vous mets le lien quelque part là-haut. Certains détails particulièrement macabres de l'affaire, ainsi que l'aspect sataniste et ritualistique du crime, ont fait craindre aux autorités un trop grand emballement médiatique, ainsi que des crimes inspirés des faits. Vous savez, des crimes d'imitateurs ou des copycats. C'est pour cette raison que peu de détails sont disponibles sur le parcours des protagonistes et que certains détails de l'affaire, comme l'identité de la victime par exemple, resteront sous le secret de l'instruction jusqu'en 2038. Pour les besoins de la narration, j'appellerai la victime l'inconnu de 23 ans dans cette vidéo. Jarno Helg est né en 1975 à Hyvinkää et a eu une enfance difficile auprès d'un frère et d'une sœur atteints de troubles mentaux, l'addiction au sexe et la schizophrénie. Lui-même n'est pas en reste en termes de troubles et souffre de dépendance à l'alcool et à la drogue depuis l'âge de 10 ans. Durant son adolescence, il a tenté à de multiples reprises de s'ôter la vie et il a même été interné plusieurs fois dans l'hôpital psychiatrique de Kellokoski. Jarno est un passionné de musique, en particulier de métal extrême. Il arbore un look sombre et inquiétant avec des longs cheveux bien lisses et porte tout le temps des vêtements amples, noirs, ornés des logos de ses groupes préférés. Il est très fan de black metal, un sous-genre de métal extrême particulièrement violent et sombre, tant par les thèmes abordés dans les morceaux, la mort, la violence, le satanisme, que par son son qui se veut menaçant et rugueux, volontairement inaccessible au grand public.
Dans les années 1990, la scène black metal a connu un pic de violence en Norvège avec le meurtre brutal d'Euronymous, le fondateur du groupe Mayhem, par un autre musicien de la scène, Varg Vikernes. Ce dernier est également accusé d'avoir lui-même brûlé et d'avoir incité d'autres personnes à brûler plus d'une 50aine d'églises en Suède et en Norvège de 92 à 96. Jarno Helge a suivi de très près évidemment ces événements qu'il ressent comme très proches de lui, de son idéologie et de son mode de vie. D'ailleurs, il a lui-même été arrêté lorsqu'il avait 16 ans en 1991 pour avoir tenté d'incendier l'église médiévale en pierre de Kirkkonummi. Pour cela, il a été enfermé durant 1 an et 10 mois dans un centre de détention pour mineurs. À sa sortie, Jarno décide de ne même pas prendre la peine de retourner au lycée pour passer son diplôme. Devenu oisif, il accordera de plus en plus de temps à la lecture de documentation sur le satanisme, dans lequel il apprécie particulièrement les notions d'individualisme ainsi que de liberté totale de conscience. Jarno se retrouve surtout dans le satanisme dit lavéen, du nom d'Anton Lavey, le fondateur de l'Église de Satan et auteur du livre La Bible satanique. Cette doctrine se distingue du luciférisme dans le sens où elle ne prône pas de vouer un culte à Satan, elle ne le présente pas comme une entité mais plutôt comme un symbole des plaisirs terrestres dont il faudrait profiter au maximum. Le but premier de cette philosophie est de faire de l'individu qui la suit son propre Dieu, l'autorisant ainsi à agir de manière totalement libre et individualiste, sans obéir à aucun dogme religieux, moral ou sociétal. Jarno Helge prend cette idéologie comme prétexte pour faire sauter les dernières barrières morales qui lui restaient et vivre sa vie exactement comme bon lui semble au mépris de la morale et des lois, sans avoir de compte à rendre à personne, ni à Dieu, ni à la société. C'est à cette époque qu'il se met à consommer de plus en plus de drogue et que son alcoolisme s'aggrave. Durant les années 90, la Finlande a connu une période de récession économique assez sévère, incitant les gens, surtout dans les classes les plus précaires de la société, à se mettre à distiller eux-mêmes leur propre alcool pour leur consommation. Est alors apparu un alcool maison de très basse qualité qui s'appelle le kilju. C'est fait à partir de sucre et de levure. Et d'ailleurs, Jarno lui-même distille son propre kilju et il en a fait sa boisson de choix qu'il consomme massivement tout au long de la journée. À la fin de l'année 98, Jarno a 23 ans et il devient de plus en plus violent. C'est sur son chien que s'abattra cette violence en octobre 1998. Il torturera la pauvre bête en l'attachant à un radiateur et en le frappant avec un tuyau métallique avant de le regarder agoniser. Cet acte immonde était en réalité annonciateur d'un autre passage à l'acte, encore plus effroyable, qui aura lieu à peine 1 mois plus tard. Lors d'un de ses séjours à l'hôpital psychiatrique de Kelokowski quelques mois plus tôt, durant l'été 1998, Jarno Helge fera la connaissance d'une jeune fille de 6 ans, sa cadette, Terri Tervashonka. Terri a donc 17 ans et elle a grandi dans un foyer de classe moyenne sans histoire. Terri est originaire de Järvenpää, une ville moyenne de la banlieue nord d'Helsinki, située pas très loin de Hyvinkää, à peu près à une 20aine de kilomètres au sud-est. Malgré son enfance sans problème, à partir de 14 ans, elle devient dépendante à l'alcool et aux méthamphétamines. À cette période, elle commence également à se faire du mal à elle-même avec des objets coupants. Elle est décrite par beaucoup comme une jeune fille sympathique, ouverte et gentille, malgré ses excès. Vers 15 ans, elle part de chez elle et perd contact avec sa famille. C'est alors qu'elle se met à passer de plus en plus de temps avec son ami Jarno Helge, qu'elle a rencontré lors de ses thérapies à l'hôpital psychiatrique de Kelokowski. À l'automne 1998, elle emménage même avec Jarno Helge dans son appartement du quartier malfamé de Torikatu, dans le centre-ville de Hyvinkää. Là-bas, les deux jeunes passent des heures à boire, à se droguer et à parler de satanisme, sujet sur lequel Terri boit chaque parole de Jarno, qui est devenu comme un mentor pour elle. Le soir du 21 novembre 1998, Jarno et Terri sont de sortie en ville, dans le centre-ville de Järvenpää, où ils ont passé toute la journée à boire et à se droguer dans l'appartement d'un ami. Ils sont accompagnés par 3 personnes. Il y a Mika Riska, un marginal de 21 ans, originaire de Mäntsälä, que Jarno a rencontré à l'hôpital de Kelokowski comme Terri. Il y a aussi 2 autres jeunes dont les noms sont inconnus.
un fugueur de 16 ans originaire de Kerava et un inconnu de 23 ans. Ils sont tous remontés à bloc, imbibés d'alcool et prêts à en découdre. Leur but ce soir-là, s'amuser et si possible faire un peu de grabuge. Et ça tombe bien, car ce soir-là, un groupe de jeunes chrétiens évangélistes était réunis dans leur QG, installé dans un bus situé juste devant l'église pentecôtiste de la ville de Järvenpää. Les pentecôtistes sont des chrétiens évangélistes très portés sur le prosélytisme de rue, c'est-à-dire qu'ils vont à la rencontre des passants pour leur parler de leur foi et tenter de les convaincre de les rejoindre. Ces groupes évangélistes ciblent en particulier les populations dans le besoin, à savoir les SDF ou des gens en proie à des addictions. C'est d'ailleurs ce que ces jeunes avaient fait ce soir-là en conviant des jeunes alcooliques à les rejoindre pour discuter et organiser des sessions de nettoyage de la ville. Mais tous les gens que ces jeunes évangélistes abordent ne sont pas forcément hyper réceptifs à leur prosélytisme. Et un groupe de 5 jeunes se montrera particulièrement réfractaire ce soir-là. Vous aurez deviné qu'il s'agit de Jarno Helg, de Terry Tarvashenka, de Mika Riska et des 2 jeunes inconnus. Ils vont d'ailleurs d'eux-mêmes à la rencontre de ces chrétiens évangélistes, car ils sont avides de confrontations idéologiques, ils adorent ça. Le meneur surtout, Jarno Helg, adore confronter sa vision du satanisme à des idéologies radicalement opposées. Et rien de mieux que des chrétiens évangélistes pour ça, n'est-ce pas? Mais la discussion ne va pas spécialement s'échauffer, étonnamment, ça va rester plutôt calme. Jarno va leur expliquer que non, il n'a pas d'idole, il ne vénère pas Satan, il a surtout adopté le satanisme pour son individualisme extrême. Ils se quittent presque en bons termes, acceptant juste de ne pas être d'accord en fait. Et le groupe de jeunes métalleux décide de reprendre le train pour rejoindre l'appartement de Jarno Helg à Hyvinkää. Ils ont l'intention de se caler tout en continuant de boire en écoutant du black metal. Une fin de soirée ordinaire en somme. Enfin, c'est ce qu'ils croient. En cette froide après-midi du 24 novembre 1998, un homme se rend à la décharge publique de Käpylä, dans le nord de Hyvinkää. Son regard est rapidement attiré par ce qui lui semble à première vue être la jambe d'un mannequin en plastique. Mais lorsqu'il s'approche, il réalise vite que non, il s'agit en fait d'une véritable jambe humaine. Il s'empresse d'appeler la police qui arrive rapidement sur place. Les experts en analyse médico-légale peuvent déterminer qu'il s'agit de la jambe gauche de la victime d'un meurtre particulièrement brutal. L'auteur a utilisé un instrument de type non médical tel qu'une scie pour découper la jambe, à en juger par l'aspect brouillon de la découpe au niveau de la cuisse de la victime. La découpe date de 2 ou 3 jours avant la découverte, à savoir au week-end précédent. Les experts ne peuvent malheureusement pas en apprendre beaucoup sur le profil de la victime. Il s'agit probablement d'un homme, à en juger par la pilosité sur la jambe, d'une taille d'environ 1,70 m, et son âge se situe dans la tranche très large de 20 à 60 ans. Les enquêteurs déduisent que l'auteur n'a pas lui-même déposé la jambe ici, mais qu'il s'en est plutôt débarrassé dans l'une des nombreuses poubelles de la ville avant qu'elle atterrisse à la décharge publique de Käpylä. Malheureusement, il sera extrêmement difficile de localiser de quelle poubelle la jambe vient, puisque cette décharge reçoit les ordures de toute la région, à savoir 1 million de personnes. Les enquêteurs entreprennent la fouille de la décharge à la recherche d'autres morceaux du corps de la victime, ce qui représente une tâche colossale. En effet, ils doivent passer au crible, manuellement, toutes les ordures déposées dans la décharge le jour de la découverte ainsi que la veille, à savoir le 23 novembre. Ils mettront 1 semaine avant de mettre la main sur un nouvel indice, une partie de l'estomac de la victime. Cette découverte permettra quand même de faire avancer l'enquête, établissant un portrait un peu plus précis de la victime. La tranche d'âge est réduite à 20 à 30 ans et l'état de l'estomac indique que la victime avait consommé énormément d'alcool et était même habituée à en consommer beaucoup, et ce depuis de nombreuses années. Les enquêteurs déduisent alors que la victime faisait probablement partie d'une couche de la société assez précaire et que peut-être qu'elle touchait les aides sociales. Cet élément leur donne l'idée de se pencher sur les registres des allocations à la recherche de quelqu'un qui n'aurait pas touché les siennes. Et cette piste s'avère payante. Elle les mène à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Hyvinkää, à Järvenpää. C'est là-bas que vivait la victime dont la jambe a été découverte dans la décharge. Il s'agit d'un jeune homme de 23 ans dont l'identité n'a jamais été rendue publique. Il vivait seul et sortait très peu, ce qui explique que personne ne s'est inquiété de sa disparition.
Les policiers commencent alors une enquête de proximité, plongeant dans le milieu interlope des marginaux de Järvenpää. Des témoins leur apprennent que la victime a bien été vue le week-end précédent en compagnie d'autres jeunes, dont un certain Jarno Helg. Celui-ci se serait même vanté de l'avoir tué et d'avoir consommé des parties de son corps. Le 8 décembre 1998, la police arrête les 4 individus aperçus avec la victime. Jarno Helg, 23 ans, Terry Terashonka, 17 ans, Mika Riska, 21 ans, ainsi que le fugueur de 16 ans. Terry et le fugueur ne sont pas connus de la police. Quant à Jarno et Mika, ils le sont bien, mais pour des infractions mineures, telles que des vols, des bagarres sous alcool ou des actes de vandalisme. Une perquisition est menée dans l'appartement de Jarno Helg à Hyvinkää. À première vue, l'endroit paraît plutôt normal, mais en fouillant un petit peu plus, ils finissent par tomber sur un placard. Les enquêteurs mettront la main sur pas mal d'objets ayant rapport avec des centres d'intérêt un peu inquiétants du propriétaire des lieux. Il y a un 666 en métal doré, un petit squelette décoratif, des couteaux, des bijoux en forme de crâne, ainsi que des notes concernant des passages de la Bible mentionnant Satan. En fouillant plus profondément encore, il semble évident qu'un crime abject a eu lieu dans l'appartement. L'ADN de la victime est présent en abondance du sol au plafond, à tel point que les enquêteurs se demandent s'il n'y aurait pas eu plusieurs victimes. De manière assez prévisible, Jarno Helg n'est pas du tout coopératif. En effet, il n'a aucun respect pour la loi qui ne fait qu'entraver son individualisme et sa liberté, et il ne se laisse pas intimider. Il aurait même été hilar durant son interrogatoire, en particulier lorsqu'il décrivait les atrocités subies par la victime. Car il a bel et bien avoué avoir tué l'inconnu de 23 ans, dont la jambe gauche a été trouvée dans la décharge. Et il raconte. Une fois arrivés dans l'appartement de Jarno Helg à Torrekatu, les 5 comparses se sont comme à leur habitude installés pour boire du kilju et écouter du black metal. Ce soir-là, Jarno décide de faire passer The Kenyan Chronicle, un album de black metal mélodique du groupe Ancient, un groupe norvégien originaire de Bergen. Et il se trouve que c'est son album préféré. Il s'agit d'un concept album ayant pour thème la vie de Caïn, le premier fils d'Adam et Ève, présenté comme le premier tueur de l'histoire de l'humanité. C'est alors que l'individu de 23 ans a décidé, on ne sait pas trop pourquoi, de partager son avis sur ce fameux album de Ancient qui est en train de passer, qu'il ne semble pas apprécier autant que Jarno. Et sans le savoir, en faisant ça, il a scellé son propre sort. Car depuis longtemps, Jarno avait pris l'individu en grippe et l'entendre critiquer comme ça son album préféré, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Jarno ne pouvait plus le supporter. Sa présence même dans son appartement lui était devenue intolérable. Jarno s'est alors levé et a frappé au visage à de multiples reprises l'inconnu de 23 ans qui s'est effondré au sol. Mika et le fugueur de 16 ans ont saisi l'inconnu de 23 ans et l'ont installé sur le canapé où ils ont continué de le frapper. À partir de là, la violence n'a fait qu'escalader. Probablement à cause de l'alcoolisation massive des jeunes tortionnaires, ainsi qu'à cause de l'effet de groupe. Chacun voulant prouver à l'autre qu'il est le plus extrême, le plus en adéquation avec le mode de vie black metal et sataniste. Ils attachèrent un collier clouté avec une laisse au cou de la victime et le forcèrent à se déplacer à 4 pattes comme un chien pour l'humilier. Ils lui urinèrent aussi dessus à tour de rôle et lui infligèrent des brûlures avec un fer à repasser. Évidemment, la victime hurlait, suppliait qu'on le laisse partir et jurait que si on le laissait tranquille, il ne dirait rien à personne. Mais ces cris ne faisaient qu'irriter encore plus Jarno, qui se saisit alors d'une paire de ciseaux et se mit à frapper l'individu à la tête avec. À un moment, la victime a réussi à s'échapper, à se libérer de l'emprise des tortionnaires, mais a été rattrapée, et ils ont alors décidé de lui scotcher les mains et les jambes pour l'empêcher de s'échapper encore. Afin d'étouffer ses cris, ils lui enroulèrent complètement la tête avec du gros ruban adhésif, ce qui bloqua sa respiration. Durant toute la séance de torture, The Kenyan Chronicle de Ancient passait sur la chaîne IFI de Jarno, dont il avait monté le volume. Lorsqu'ils réalisèrent que l'inconnu n'était plus en vie, ils décidèrent qu'il était temps de se débarrasser du corps.
À ce moment, le fugueur de 16 ans a décidé de quitter les lieux, ne pouvant plus supporter le spectacle immonde qui s'offrait à ses yeux, dont il était pourtant en partie responsable. Jarno, Terry et Mika transportèrent alors la victime dans la salle de bain, où ils l'installèrent dans la baignoire et commencèrent à découper son corps avec une scie, des ciseaux et des couteaux. Ils ont retiré son cœur et ses intestins et lui ont complètement coupé la tête, encore entièrement recouverte de scotch. Ils s'amusèrent avec cette dernière, se la faisant passer l'un à l'autre comme un ballon. Des parties du corps de la victime auraient été ingérées par les tortionnaires. Quant à Mika, il se serait livré à des actes de nécrophilie sur le cadavre. Avant que le démembrement soit achevé, Mika partit et Jarno et Terry finirent par s'endormir en plein milieu de leur besogne. À leur réveil le lendemain matin, Jarno et Terry étaient encore sous l'effet de la drogue et de l'alcool. Ils ne se souvenaient même plus où ils avaient rangé la tête de la victime. Ils ne la retrouvaient plus. Et ils finirent par la retrouver dans un placard, ce qui les fit beaucoup rire, et ils s'amusèrent avec encore un peu. L'un d'eux retira les yeux des orbites et les fit exploser avec des pétards. Ne sachant pas quoi faire du corps, les deux amis se remirent à boire et sortirent un peu prendre l'air pour réfléchir à la démarche à suivre. Ensuite, ils retournèrent à l'appartement où Jarno finit de découper le corps. Il entreposa les morceaux dans des sacs plastiques, pendant que Terry entreprit de nettoyer la salle de bain. Ensuite, ils ressortirent et déposèrent les sacs poubelles dans plein de poubelles à des endroits différents de la ville d'Hyvinkää. Quelques jours plus tard, la jambe gauche sera donc retrouvée dans la décharge de Kapula, ce qui mènera à l'arrestation des 4 individus. Le procès commence en 1999 et déchaîne les médias et l'opinion publique, et pas seulement à cause de la nature particulièrement horrible du crime, mais aussi à cause du profil des auteurs. Jarno se faisait remarquer, se montrant particulièrement provocateur et méprisant, faisant les cornes du diable ou des doigts d'honneur dès qu'un appareil photo se pointait sur lui. Avec ses longs cheveux et ses vêtements noirs ornés des logos de ses groupes préférés, il focalise l'attention des médias. Il rencontre même du succès auprès de certaines jeunes femmes qui se mettent à lui écrire afin de tenter de mieux connaître cet individu qu'on présente comme le diable incarné. L'attitude et la présentation physique de Jarno Helge font beaucoup penser à celle de Varg Vikernes pendant son procès. Il a été jugé en 1994 pour avoir assassiné Euronymous de Mayhem. Et s'il lui ressemblait, entre guillemets, un peu physiquement et beaucoup dans l'attitude, ce n'est peut-être pas un hasard. Parce qu'on peut tout à fait imaginer que Jarno appréciait le personnage de Vikernes pour sa radicalité. Je n'ai d'ailleurs pas pu m'empêcher de remarquer que Unchained, le groupe de black metal préféré de Jarno, dont il n'a pas supporté d'entendre dire du mal, à tel point qu'il en a commis un meurtre, est originaire de Bergen, comme Varg Vikernes. Les médias en font donc des tonnes sur l'aspect ritualistique et sataniste du crime, jouant ainsi sur la corde sensible des Finlandais, parce que c'est un pays encore très rural et chrétien. Les médias dépeignent la musique métal ainsi que les gens qui l'écoutent de manière assez caricaturale. À cause de ça, une psychose va s'emparer de la population et n'importe quel petit ado portant un t-shirt de Metallica va être vu comme un potentiel dangereux sataniste. En effet, lors du procès, l'accusation étaye le mobile sataniste, expliquant que Jarno Helge, en agissant ainsi, n'a en réalité fait qu'appliquer à la lettre 3 des 11 règles satanistes sur Terre, présentes dans la Bible satanique d'Anton LaVey, l'auteur de ce livre et fondateur de l'Église de Satan, l'idéologie que Jarno suivait. Et ces règles sont les suivantes. Ne donne pas ton opinion ou ton avis à moins qu'on te le demande. Lorsque tu es chez quelqu'un, montre-lui du respect, ou bien ne t'y rends pas. Si un invité t'ennuie, traite-le cruellement et sans pitié. Cet argument sera jugé convaincant, et faut reconnaître qu'il l'est un petit peu, et le mobile sataniste sera bien retenu. Les accusés, eux, réfutent en bloc avoir été inspirés par le satanisme. Ils mettent plutôt en avant l'alcoolisation massive due à la consommation de killjus. Ils en avaient en effet bu tout au long de la journée en très grande quantité le jour du crime.
Terry explique qu'ils ont scotché le visage de la victime, sa tête entière en fait, avec du gros ruban adhésif type de celui qu'on utilise pour les travaux, uniquement dans le but de le faire taire sans réaliser que ça allait le tuer. Elle nie aussi tous les actes de cannibalisme. Jarno les réfute aussi, expliquant qu'il a inventé ça pour impressionner ses amis, et d'ailleurs ça a fonctionné, ils ont été tellement impressionnés qu'ils l'ont dénoncé à la police. Jarno Helg est reconnu coupable du meurtre, et des experts confirment que malgré son alcoolisation au moment des faits, il était assez conscient de ses actes pour être reconnu comme pleinement responsable de ceux-ci. Il est également reconnu coupable d'avoir torturé et tué son chien quelques semaines avant le meurtre de l'inconnu de 23 ans. Le 11 août 1999, Jarno Helg est condamné à la prison à vie. La prison à vie, en Finlande, ça désigne en fait pas vraiment de la prison à vie, mais plutôt la peine maximale, c'est-à-dire 12 ans. Ces 12 ans sont suivis d'un maintien en détention si le profil de l'auteur du crime s'y prête. Terry Tervashonka, elle, est reconnue partiellement folle par les experts qui l'ont examinée, mais ça ne l'empêchera pas d'être condamnée à 8 ans et 6 mois de prison. Mika Riska, lui, a été reconnu coupable d'agression, de participation dans le meurtre, ainsi que d'actes nécrophiles. Il a été condamné à 2 ans et 8 mois de prison. Une fois sa peine purgée, il a été libéré et n'a plus jamais fait parler de lui, si ce n'est pour des petites infractions telles que de la conduite en état d'ivresse. L'adolescent fugueur de 16 ans a été reconnu innocent, victime de l'influence de ses amis plus âgés. Après son arrestation, il a été interné en hôpital psychiatrique pour être soigné. Terry Tervashonka purgera la moitié de sa peine, à savoir 4 ans, et sera libérée en 2003. Elle a alors changé de nom, passant de Tervashonka à Tukio, et elle est partie vivre à Hämeenlinna, où elle a trouvé du travail. Elle ne fait pas parler d'elle pendant plusieurs années, mais le 7 juin 2007, elle se dispute très violemment avec un ami à propos des drogues, alors qu'ils étaient en train de boire des verres dans un pub. Terry, ivre, va sortir une serpette et le frapper extrêmement violemment au visage. Il est mort sur le coup. Elle appellera le secours elle-même et se livrera à la police. Elle écopera de 10 ans de prison pour ce nouveau crime. En prison, elle épouse un homme condamné pour avoir tué quelqu'un avec une épée de samouraï. En 2011, elle s'évade et reste 1 mois en cavale avant d'être rattrapée, renvoyée en prison afin de purger le reste de sa peine. Elle fera de nouveau parler d'elle pour usage de faux, des vols, ainsi que pour avoir fait passer de la drogue en prison pour son mari qui y était encore. Terry, elle, est sobre depuis 2013 et lorsque son mari sort de prison, ils partent s'installer dans le nord de la Finlande. Ils auront un enfant ensemble et elle n'a plus fait parler d'elle depuis. Jarno Helg, lui, a commencé à bénéficier de droits de sortie qui lui seront retirés en 2011, après qu'il se soit retrouvé impliqué dans une violente bagarre dans un bar, justement lors d'une sortie. Là-bas, il a agressé et mis dans les pommes, frappé tellement fort qu'ils ont perdu conscience, 2 clients et un serveur. Jarno Helg, après avoir passé 17 ans en prison, bénéficie d'une libération conditionnelle en 2016. Aujourd'hui libre, il a passé l'équivalent du bac et travaille à plein temps. Son employeur dit ne pas avoir à se plaindre de lui et Jarno n'a depuis plus jamais eu de problème avec la justice. On ne sait pas où il vit exactement, s'il est toujours passionné par le black metal ou s'il continue de vivre selon les préceptes du satanisme. Le crime barbare de Jarno Helg et de ses comparses a jeté l'opprobre sur la scène métal, sur les gens qui l'écoutent, mais surtout sur le black metal, qui est désigné comme le principal vecteur de l'idéologie sataniste chez les jeunes. Et cela a fait ressurgir un éternel débat opposant 2 clans irréconciliables au sein de la scène black metal. D'un côté, il y a ceux, à l'instar de Demonos Sova, le fondateur du groupe de Black Doom Baratum, qui ont ressenti le besoin de se distancier des actes de Helg, expliquant que ni sa musique, le black metal, ni le satanisme qu'il prône ne devaient être associés à ce crime barbare et que ses auteurs étaient juste des fous. De l'autre, on peut lire dans certains fanzines un soutien total aux auteurs du crime. Dans Slayer, par exemple, le fanzine de Metalion, un acteur de la scène black metal norvégienne et proche des membres du groupe Mayhem, on peut lire des insultes dirigées à l'encontre de Demonos, qui est qualifié d'hypocrite.
On lui reproche de se joindre aux médias pour accabler ceux qui, en réalité, n'ont fait qu'appliquer à la lettre l'idéologie extrême, les injonctions d'élimination des faibles qu'il prône habituellement. En gros, on l'accuse de ne pas être sincère dans son idéologie, de se servir du satanisme pour se donner un air menaçant, mais de chercher à sauver son gagne-pain en se distanciant tout de suite de quiconque met en application l'idéologie qu'il prône en interview ou dans sa musique. En effet, la notion de radicalité idéologique est primordiale dans le black metal qui se veut pour certains plus qu'un style musical, mais carrément un mode de vie. Ce genre de procès en non-légitimité a déjà eu plusieurs fois des conséquences dramatiques. Et je vous renvoie, si ça vous intéresse, à mes vidéos sur Mayhem et Absurde, dans lesquelles il est exactement question de ça. J'ai fini ici de vous parler de l'affaire Jarno Helg, qui m'avait été suggérée par Pierre de Bonneuil, qui est un artiste qui regarde mes vidéos, avec qui je discute souvent sur Instagram, que j'apprécie beaucoup. Je le remercie de m'avoir parlé de cette affaire dont, à titre personnel, je n'avais jamais entendu parler. J'étais un peu étonnée d'ailleurs. Voilà, c'est rattrapé et j'ai pu vous la raconter. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air, à vous abonner, pourquoi pas, si c'est pas déjà fait. Je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.